Bien, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer donc cette table ronde sur le thème souveraineté des infrastructures et gestion des risques. Quelle responsabilité du numérique. Je vais commencer par une courte introduction. L'année dernière, j'étais ici également pour présenter une table ronde et j'avais essayé de trouver des bonnes nouvelles, ce qui n'était pas facile à l'époque. Et pourtant, finalement, quand on regarde un peu la situation aujourd'hui, on naviguait presque en zone de légèreté. Souvenez-vous, on parlait tranquillement de CSRD ici, en se disant c'est génial, ça va révolutionner le monde, ça y est, les entreprises sont contraintes, elles vont devoir changer. Bon, tout ça a un peu disparu, hein. Alors on sait tous globalement pourquoi. Et c'est vrai que du coup, les bonnes nouvelles, je les ai cherchées, je les ai pas trop trouvées. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, vous êtes forcément vous avez forcément vu cette nouvelle, pas très réjouissante. Alors j'en ai cherché d'autres, mais j'ai pas trouvé non plus. C'est vrai que c'est quand même un petit peu problématique. Alors j'en ai cherché encore d'autres que le Shift Project n'a pas apporté, malheureusement. A priori, si on continue comme ça, on hypothèque la capacité de l'Europe à atteindre ses objectifs climatiques. Le Shift Project, pour rappel, a sorti un rapport en courant de la semaine sur l'intelligence artificielle. Voilà, donc j'ai continué. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller sur le siècledigital.fr, très bon site d'information généraliste sur le numérique. Je me suis dit, on va trouver des bonnes nouvelles. Alors, formidable, ça fait complètement écho à notre table ronde, pas avec des bonnes nouvelles, mais en tout cas avec en plein écho. Vous pouvez aller sur le site, c'est les trois premiers titres qui sont dessus. Cybersécurité, l'administration publique, cible numéro 1 des attaques en Europe. Ensuite, Microsoft lance Security Store. Formidable, on a une bonne réponse potentielle du coup à nos problèmes de cybersécurité avec les États-Unis. Après, on a Amazon qui lance Hall, encore une autre bonne nouvelle. Et puis, vous en avez d'autres encore qui suivent et qui sont aussi à la une de Siècle Digital. Bon, voilà, tout ça fait que je n'ai pas de grandes bonnes nouvelles à vous apporter. Alors, à bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller voir ailleurs, parce qu'il fallait quand même que je vous donne une bonne nouvelle. Alors, en voici une. Vous me direz ce que vous en penserez. Voilà, ça peut concerner des personnes ici. Alors c'est vrai que c'est pas une grande bonne nouvelle, on est d'accord. Alors ce que je me suis dit, c'est que j'allais continuer à défiler un petit peu les journées. Je suis allé au 8 octobre, j'en ai trouvé une autre bonne nouvelle. Voilà. Alors du coup, je me suis dit que comme l'année dernière, la table ronde avait lieu un 11 octobre, moi je me suis dit qu'on allait toutes et tous attendre le 11 octobre pour la meilleure des nouvelles, c'est celle-ci. Alors les bonnes nouvelles, c'est un peu comme le numérique responsable, on va pas se mentir. On les cherche mais on les trouve pas beaucoup. Donc le numérique responsable, ça a un peu disparu, hein. Donc maintenant on va peut-être parler plus d'intelligence artificielle, bien sûr, même si les chiffres, et on a commencé à l'évoquer, sont quand même en demi-teinte. Alors ce chiffre, il a un petit peu buzzé durant l'été. Peut-être pour rappel, c'est pas tout à fait vrai. Si les projets échouent en IA, c'est pas forcément à cause de l'IA, mais c'est aussi pour des raisons organisationnelles. Donc il faut pas prendre les chiffres toujours à brûle pour point, c'est important. Mais ceci dit, quand même, quand on regarde des chiffres, la question du ROI se pose. Et donc, il y a quand même en jeu à se poser la bonne question. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle partout? C'est certain, mais enfin, en tout cas, on en parle partout. Moi, le premier d'ailleurs. Je ne me mets pas hors du cadre. Donc, du coup, maintenant, on ne parle plus de numérique responsable, mais d'IA responsable. On ne parle plus de Shadow IT, mais de Shadow AI, s'il vous plaît. L'IT for Good, c'est fini. Donc, veuillez parler d'AI for Good désormais. Le Green IT également, la je suis désolé, mais c'est fini. Maintenant, c'est le Green AI qui va sauver la planète. Donc moi, j'ai une proposition pour 2026, quand même, c'est de faire le We Do Green AI. Allez, je finis avec mes quelques plaisanteries pour vous lancer peu à peu sur le sujet, mais c'était une manière de nous y amener. Donc de l'IA partout à l'IA nulle part, on va des États-Unis partout à l'UE nulle part. Ça va amener donc le thème de la souveraineté qu'on doit évoquer ensemble. Alors ça, ce graphique assez horrible, c'est juste pour vous montrer notre capacité à avoir des navigateurs internet qui sont très américains. Moi, le premier, encore une fois, je suis sur Chrome et donc je suis tout en haut de la barre. Évidemment, nos IA sont très américaines. Alors, Cocorico, quand même, le numéro 9 qui est en orange à gauche, c'est Mistral AI. Pour les autres, les 10 premières IA génératives sont quasi toutes américaines, comme vous le voyez. Évidemment, vous avez peut-être vu ce rapport dernièrement qui est sorti sur le fait
que nous consommons beaucoup de logiciels américains, donc plus de 260 milliards d'euros par an dépensés dans des logiciels américains par les entreprises en Europe, ce qui est globalement 80% de ce que nous dépensons à ce niveau-là, donc dans le cloud. D'autres dépendances, évidemment, et ça a été évoqué par les personnes qui ont précédemment intervenu ici, notre capacité à construire des data centers sur le territoire, en dehors du territoire aussi, et qui sont souvent contrôlés par des entreprises américaines. Donc ça, c'est Digital Realty qui contrôle aujourd'hui 5 des 7 data centers qui sont présents à Marseille. C'est joli sur le papier. Regarde, ils ont pris une base sous-marine, du coup, une ancienne base sous-marine, donc au moins ils ont réutilisé du foncier qui était déjà existant. Mais évidemment, ça pose quand même des questions de souveraineté. C'est pas parce que c'est sur notre territoire que c'est forcément contrôlé par des entreprises qui sont souveraines. D'autres questions évidemment que ça soulève parce que évidemment moi je pense qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter hein, comme l'ont dit les personnes qui étaient là aussi juste avant, vraiment aucune, hein, il n'y a pas de souci, vraiment aucune, hein, puisque de toute façon ça va être fait avec beaucoup de réflexion et de bon goût, donc il n'y a pas de problème, hein, je pense que tout va bien aller. Également il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter, ça c'était au mois de mai dernier. Comme ça, une petite coupure, juste pour rappel qu'on ne dit pas n'importe quoi, et comme ça fait un peu de bien. Toujours aucune raison de s'inquiéter, hein, d'ailleurs, ça c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont chez Accenture, mais ça peut vous arriver aussi. Voilà, les dernières raisons de ne pas s'inquiéter, et ensuite je cède la parole à mes speakers. C'est celle-ci, moi c'est toujours une bonne news, c'est un ami qui me l'a apporté, qui travaille dans une entreprise qui est très dépendante de Notion, et ça c'est les tarifs de Notion en 2024. Vous pouvez aller vous aussi sur http://archive et trouver ces chiffres, et vous verrez que l'offre business à $15 a évolué à $20, mais que il y a de l'IA dedans, donc tout va bien. Je finirai quand même cette petite intervention de départ pour dire qu'on peut aussi regarder le verre d'eau à moitié plein avec du coup d'autres choses qui existent pour aller vers un peu de souveraineté. On débattra toutes et tous ensemble de ce que veut dire souveraineté potentiellement dans le contexte dans lequel on est. Mais voilà, il y a d'autres choses qui existent, d'autres IA qui se développent et ça aussi c'est intéressant de le souligner. Ça c'est l'IA qui s'appelle ROX qui a été développée par le groupe Norcis. Très engagé dans le numérique responsable, mais de manière globale dans la RSE, on va dire. Il y a d'autres choses également. Mistral, bien sûr, hein, qui fait beaucoup d'efforts quand même pour dévoiler son empreinte environnementale, même si tout n'est pas parfait, bien sûr. Vous avez un modèle suisse qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps également, qui s'appelle Apertus, qui a été développé par un consortium, notamment avec l'école, l'EPFL, qui est une haute école d'ingénieurs en Suisse. Vous avez aussi en France une autre IA qui s'appelle Delibia et que j'ai découvert récemment dans un podcast qui s'appelle Parlez-moi d'IA et qui est très intéressant. En ce moment, ils font un ensemble d'interviews de collectivités pour montrer en fait comment les collectivités se saisissent du sujet de l'intelligence artificielle et justement avec des solutions qui essayent d'être le plus souveraines possible. Voilà, du bon, du moins bon, et c'est ce dont on va discuter avec nos trois invités. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Gaël Picard. Donc, vous êtes dirigeant de Tatenia Consulting, membre du conseil d'administration donc de 2 startups qui sont dans l'IA, la cybersécurité et la data. Et vous êtes aussi au conseil d'administration donc de l'IEESSE, l'Institut européen d'études en sûreté sécurité pour les entreprises. Bonjour Gaël. À côté de vous, à droite, Christian Corr. Et Christian, vous êtes administrateur de Numéum et CEO de SaaSWeDo, une entreprise qu'on connaît bien à la JIT, acteur de référence de la performance financière, opérationnelle et environnementale de la Digital Workplace. Bienvenue Christian. Et Raphaël Morel, bonjour, vous êtes maître de conférence HDR, donc habilité à diriger des recherches en droit public à l'Université Bourgogne-Europe. Vous êtes aussi président du RFDI, alors le RFDI c'est le réseau francophone de droit international, et vous êtes aussi directeur des études de l'Observatoire de l'éthique publique, et ça va avoir son importance aujourd'hui pour en discuter. Et enfin, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'association Renaissance Numérique, une belle association aussi qui œuvre dans le numérique responsable depuis un certain temps. Merci à tous les trois. Je vais vous proposer, je vais vous rejoindre autour de la table pour continuer les échanges. Enfin, oui et non. En fait, je suis mobilisé par mon ordinateur, donc non, je vais rester là.
Je vais vous poser une première question sur le sujet. On va dérouler cette table ronde en 3 temps. D'abord, on va vraiment parler de la souveraineté globalement. Qu'est-ce que ça veut dire dans un marché qui est le nôtre? On va parler des verrous également. Et puis, on essaiera de dessiner une voie vers une forme de souveraineté. Alors pour commencer, ma première question sur ce marché, c'est que vous le voyez, le titre de la table ronde, bien, il parle des infrastructures du numérique, et je pense qu'on a peut-être besoin de définition des mots pour commencer. Gaël, je vais peut-être vous donner la parole en premier. Quand on parle d'infrastructure du numérique, de quoi parle-t-on? J'aime souvent revenir sur les mots parce que, avec justement l'IA, etc., on se rend compte que on ne sait plus trop ce qu'on dit, ce qu'on écrit, et les mots sont importants. Donc derrière infrastructure, il y a bien sûr la donnée, il y a le matériel et il y a le logiciel. Et souvent, on oublie que donc la souveraineté, elle est plurielle. Et derrière le matériel, il y a les composants. Tout ça inclut des enjeux, bien sûr technologiques, mais surtout de géopolitique et d'intelligence économique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette merveilleuse aventure qui était Gaia X. Nous sommes partis à 25. Nous sommes arrivés à plus de 250. C'était un projet européen. C'était un projet de souveraineté magnifique. Je ne sais même plus vous dire ce qu'est Gaia X aujourd'hui parce que j'ai arrêté de suivre le jour où Palantir est rentré dans Gaia X. Palantir, c'est juste une petite start-up qui est devenue une très grosse start-up où il y avait la CIA derrière. Autre petite aventure, et je finis sur celle-là parce que alors, je donne aussi des cours dans une école d'ingénieurs en cybersécurité, en master en cybersécurité, géopolitique et intelligence économique. Le Groenland, la position de Trump sur le Groenland. L'Europe a mis un temps certain à réagir. Le Groenland, c'est de la souveraineté, c'est du numérique. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des data centers, mais surtout quand on parle des données, on parle souvent du cloud, le fameux cloud. Mais le cloud, il n'est pas là-haut, il est sous terre, il est sous mer, surtout. C'est les câbles sous-marins. Et le Groenland, c'est une route des câbles sous-marins, et c'est aussi une route fluviale très très importante pour les Chinois. Christian, sur cette question des infrastructures, votre vision du sujet? Alors, ouais, Gaël l'a bien dit, déjà sur les infrastructures, bon, voilà, c'est effectivement le cloud, les logiciels, les composants, les GPU, le computing, voilà, ça c'est l'ensemble, c'est le terrain de jeu. Voilà, c'est voilà, maintenant la souveraineté de ce terrain de jeu, si on veut simplifier, c'est deux choses. C'est la donnée, donc où est-elle hébergée, est-elle protégée, est-ce qu'elle répond au GDPR, GPRD d'une part. Donc ça, c'est une case. Si on veut être dans un environnement souverain, il faut cocher ça. Donc on parle de souveraineté pas française, hein, européenne, parce que c'est ça qui fait sens. La deuxième case, c'est la protection des lois extraterritoriales. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. C'est assez simple de faire héberger ces données en France ou en Belgique ou en Allemagne. En revanche, échapper au Cloud Act et donc échapper à l'exposition des données sur demande, sur simple demande, même plus besoin qu'il y ait un juge qui... ben là, on va voir que l'offre se réduit énormément et que les alternatives sont follement inexistantes. En tout cas, il y en a très peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les entreprises aient des choix. Et aujourd'hui, les choix, ils les ont pas. Pas vraiment, on n'a pas toujours le choix. Tout à l'heure, on a dit, je ne sais pas si ça a été dit, 80% des dépenses informatiques vont aux entreprises américaines. C'est pas parce qu'on les adore. Ils font des bons produits, c'est sûr, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas le choix. Raphaël, j'entends Christian qui dit la souveraineté européenne, c'est ça qui fait sens.
je crois que vous ne partagez pas forcément cette analyse et que ça peut peut-être même brusquer certains pays dans ce que vous dites. Alors, effectivement, sur les infrastructures, d'abord, moi, je suis effectivement d'accord, il faut prendre l'ensemble du phénomène, hein. Moi, j'ai mené une recherche il n'y a pas très longtemps sur les câbles sous-marins et sur les enjeux géopolitiques des câbles sous-marins qui sont effectivement majeurs. Moi, j'utilise pas l'expression de souveraineté numérique, je suis juriste, je suis spécialiste d'abord de droit international, et c'est une expression qui pose trois problèmes. Le premier, c'est un problème juridique. Bon, là, c'est vraiment un débat entre juristes. La souveraineté, c'est un attribut de l'État, et un État, il est souverain ou il n'est pas. C'est comme ça qu'on a construit le monde d'après la Première Guerre mondiale. Et donc, la souveraineté ne se fragmente pas. Et il y a un impact direct qui est politique, c'est que lorsqu'on parle de souveraineté européenne à certains membres de l'Union européenne, ça leur fait friser les cheveux, parce que c'est quelque chose qui est hors de question, puisqu'une organisation internationale ne peut pas être souveraine. Bon, ça, c'est un débat entre juristes. Le problème, il est davantage culturel. Lorsqu'on parle de souveraineté avec des politiques, des juristes, des économistes américains, canadiens, pour eux, c'est un synonyme d'impérialisme, plutôt d'autarcie à tendance impérialiste. Donc ça veut dire que quand on parle de souveraineté numérique, ça veut dire que on fait tout en interne et on ne raisonne pas en réseau. Or, économiquement, on est obligé de raisonner en termes de réseau. Et quand on parle avec des Allemands, alors eux, ils comprennent pas du tout ce qu'on raconte avec notre histoire de souveraineté numérique. Pour eux, la souveraineté, c'est quelque chose de personnel, d'individuel, et c'est l'être humain qui est souverain. Et donc finalement, ce terme, il pose un léger problème, qui est un problème de sens. Et finalement, c'est davantage devenu une image marketing depuis la fin des années 90, la souveraineté numérique, Pierre Bélanger, qui a fait un très beau travail là-dessus, hein. Mais c'est devenu un terme marketing qui efface le processus. Et le processus, c'est un processus de maîtrise des dépendances. Et donc, ça passe par une cartographie des dépendances et par des actions, un questionnement éthique sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à quelle dépendance. Du côté militaire, c'est davantage d'autonomie stratégique dont on doit parler. On a parlé en intro de ce que font des data centers qui sont sous contrôle américain. Il n'y a pas que ça, malheureusement, qui est sous contrôle américain. Côté militaire, c'est de l'autonomie stratégique. Côté civil et culturel, finalement, c'est davantage un processus de réflexion sur la maîtrise des chaînes de dépendance. C'est qu'un terme, mais en fait, le terme, il a aussi du sens et il a des impacts sur la manière dont on arrive à concevoir globalement la trajectoire qui devrait être la nôtre. Quand vous parlez de termes marketing, concrètement, c'est quoi la problématique? C'est qu'aujourd'hui, on a parlé de souveraineté, mais on n'a pas mis ce qu'il fallait derrière? La difficulté, c'est que c'est une notion, il n'y a aucune définition concrète. Et donc, c'est très difficile de mener une politique nationale et encore plus européenne et internationale lorsqu'il n'y a aucun consensus sur ce que ça veut dire. Si certains pensent que c'est un outil d'un impérialisme ou d'un nationalisme de l'utilisation des outils numériques, eh bien, c'est très bien, mais ça ne suffit pas face à ceux qui pensent à l'inverse que c'est un processus individuel. Et si vous regardez tous les travaux qu'ont produits les sciences humaines et sociales depuis 1997 et l'apparition de la notion, on n'a absolument aucun consensus. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est saisi du terme pour dire c'est ça qu'on va faire parce qu'il faut réagir face à un certain nombre de problèmes qu'on connaît tous et qui ont été brillamment rappelés tout à l'heure pendant les conférences introductives. Mais au final, lorsqu'on doit vraiment travailler sur les enjeux, sur les chaînes, sur les cartographies, eh ben, ça prend beaucoup plus de temps. Donc quand on parle de maîtrise des chaînes de dépendance, ça implique un travail de recherche de quelles sont nos dépendances, à quel type de matériaux, à quel logiciel, à quel etc. Et donc c'est une simple démarche, mais culturellement, c'est une autre manière de voir les choses. Christian, cette maîtrise des dépendances, effectivement, vous la voyez bien et vous l'analysez bien sur cette composition de la chaîne de valeur. Est-ce que les choses aujourd'hui sont trop imbriquées pour qu'on puisse les desserrer? Est-ce que l'IA renforce cette problématique? Alors, bon, déjà sur le vocabulaire, la souveraineté, c'est peut-être mal employé ou c'est peut-être un gros mot, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que ce qui ressort de ce que vous avez dit, c'est la dépendance. Donc le sujet de la souveraineté derrière, celui qui nous intéresse, c'est celui de l'être dépendant
Et donc sur ce qu'on a cité, sur l'ensemble, en fait, alors on essaiera de parler de solutions tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter tout d'un bloc partout. Enfin, dans l'écosystème qui entoure une entreprise, que ce soit ses choix et les choix de ses fournisseurs, parce on verra qu'il faudra considérer aussi ça. Il y a en fait, on fait des choix. C'est pas tout est imbriqué. Il y a la bureautique, il y a donc toute la protection des données, il y a l'IA qui est une autre façon. On a entendu tout à l'heure c'est vous qui disiez le shadow IA. Bon, c'est vrai que dans mon entreprise, je me rends compte qu'il faut absolument mettre le nez dedans pour d'abord se faire un avis sur comment utiliser, pas utiliser, dans quel cadre, quelle donnée va où. Et d'ailleurs, je vais vous dire, alors je sors un tout petit peu de la question, mais en tant qu'éditeur, c'est étonnant parce qu'on est toujours attendu par nos clients qui nous disent, d'ailleurs, vous avez l'IA dans vos solutions? Alors, on peut pas dire non. Bon, déjà parce qu'on en a, mais même parce que on peut juste ne pas dire non. Par contre, dès qu'on a dit oui, bam, la question derrière, c'est ah bon, vous avez l'IA? Bah alors attention, la donnée va où? C'est quelle IA, etc. Donc de toutes les façons, il n'y a pas de la réponse, il n'y a pas de bonne. Il faut gérer ça. Et pour revenir à la question, donc c'est pas tout imbriqué, mais en fait, même si on a énormément de lignes de sourcing à faire, on se rend compte que elles pointent vers les États-Unis à chaque fois. Donc, on arrive à trouver des alternatives, on en parlera. On peut aussi faire l'hébergement propre pour certaines choses. Il faut en fait segmenter, fragmenter un petit peu l'information pour que ce soit partout au même endroit. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les caractéristiques, qu'est-ce qui caractérise la dépendance? Parce que j'ose plus dire souveraineté maintenant du coup. Mais en fait, il y aurait pas le Cloud Act, on ne serait pas en train de débattre, parce que c'est ça en fait qui fait que c'est beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est le fait qu'une puissance étrangère puisse venir piocher dans les données, observer, faire de l'intelligence économique, sans qu'on puisse rien dire. Parce que protéger ces données dans un cloud en Europe, etc., ça, on le fait. Alors, il y a une question effectivement de possibilité de piocher dans les données, mais il y a peut-être aussi une question de coût, quand même, de maîtrise, en fait, des coûts qui sont imposés. Oui, enfin, moi je parle pour moi, pareil. Les choix qu'on fait, enfin, il y a, en fait, il y a trois aspects. Après, la hiérarchie, c'est en fonction des métiers qu'il faut voir et des clients que l'on a. Mais effectivement, il y a la protection des données, il y a l'efficacité. Et quand je parle d'efficacité, c'est aussi l'interopérabilité des solutions que l'on prend. C'est-à-dire que si on prend des solutions, et je ne vais pas cracher dans les solutions françaises, etc., mais si on prend la suite Office, enfin ce qui correspond à ça, il existe des solutions qui sont pas Google, qui sont pas Microsoft, mais quand on voit les avancées en d'écosystème, la manière dont les choses se parlent, se simplifient, sont imbriquées les unes avec les autres sans effort. Quand on voit là où sont ces solutions-là, nationales ou européennes ou allemandes, etc., il n'y a pas que français, il y a un gap quand même très important. Donc la barrière est très haute. On va revenir sur ce point-là. Juste avant, je voudrais continuer à parler un peu des risques. On a commencé à évoquer cette question des risques pour les entreprises finalement à ne pas tenir compte de ce sujet de dépendance. Gaël, il y a un autre risque pour vous enfin oui, on va dire qu'il y a un autre risque pour vous qui a de l'importance, c'est la cybersécurité. Quand on parle de risque, la cybersécurité, c'est quelque chose qui est au cœur. Et ce que vous dites, c'est que globalement, ce serait bien qu'on ait plus d'entreprises qui sont dans la cybersécurité, qui soient souveraines, parce que ce serait une clé aussi pour aller vers... Vous me permettez, je fais une petite Bien sûr. translation. Je ne sais pas si LOSSN, ça vous parle. C'est pas le nouveau film. LOSSN, c'était un projet du rapport Longuet en 2019.
moi, ce qui m'énerve, et je vais venir sur la cybersécurité, parce que je suis sur ces sujets d'IA et de cybersécurité, c'est qu'on n'arrête pas de faire du blabla. Les années passent, des rapports, des commissions, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien au niveau français, il ne se passe rien au niveau européen. Je vous invite à regarder, parce que moi, j'aime toujours prendre du recul et regarder ce qui s'est dit les années précédentes, ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait, les choix que nous avons faits, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes et que nous avons cette discussion. Peut-être un petit mot du coup sur le rapport. Le rapport, il avait en gros, il y avait 3 propositions. Cette fameuse loi, alors c'est la loi d'orientation sur une souveraineté numérique. Voilà. Ce rapport, il disait d'abord qu'il fallait investir européen en Europe. Ce rapport, il disait qu'il fallait de l'innovation. L'innovation, c'est quoi? Et ça, on ne sait toujours pas faire. Et ça m'énerve, vraiment, parce que je vois énormément aujourd'hui de gens très intelligents avec des projets géniaux qui partent. Qui partent pas pour des questions ras-le-bol de la France, etc. Non. Qui partent parce que ça fait 3-4 ans qu'ils essayent de développer quelque chose, qu'ils sont dans les incubateurs, qu'ils ont les prix French Tech numéro je ne sais combien, etc. Mais à un moment donné, la prise de risque lorsqu'il faut lever, lorsqu'il faut avancer, voilà, ça n'avance pas. Et sur ces sujets-là, il y avait aussi ce sujet d'innovation dans la loi Longuet et les ponts entre la recherche et l'industrie. Et ça, on n'arrive toujours pas. Voilà. Et moi, sur ces sujets de souveraineté, ça me fait mal au cœur parce qu'en France, nous avons les cerveaux, nous sommes reconnus pour l'innovation, pour avoir des idées. Mais à un moment donné, malheureusement, on n'a pas cette gestion du risque en termes d'investissement qu'ont les Américains et d'autres pays maintenant. Et on continuera à parler cette table ronde dans 5 ans, dans 10 ans, si le mindset, il ne change pas. Et pour aller justement au sujet de la cybersécurité. On y reviendra peut-être juste après, parce qu'on a commencé à aborder le sujet finalement de pourquoi quelque part on n'y va pas. Christian, vous avez dit il y a un gap entre les solutions, on va dire les solutions américaines pour caricaturer, et puis les solutions plus européennes ou françaises. Gaël, vous êtes plutôt sur il y a un problème d'investissement et en fait on n'y va pas assez. Quels sont les autres verrous que vous identifiez en fait qui fait que on n'y arrive pas à y aller? Moi, je trouve que nos États, je ne parle pas que de la France, vision européenne, nos États, nos ministères, nos entreprises ne sont pas courageuses. La semaine dernière, SNCF Connect évoquait la signature d'un partenariat avec Meta. Il y a 15 jours, le directeur France de Meta intervenait au ministère de l'Intérieur. Voilà. La liste, elle est longue, très très longue. Aujourd'hui, on a la chance, j'interviens aussi sur les pays du Nord où ce sont des pays d'ingénieurs, de savoir, etc. On a la chance d'avoir les solutions, le savoir-faire. C'est vrai que je comprends les TPE-PME, puisque nous sommes aussi un pays TPE-PME en France. Elles veulent quelque chose d'efficace, mais les gens efficaces ne sont pas toujours sur les salons à prendre la parole devant des milliers de personnes à Vivatech. Il y a aussi des solutions. Donc, il faut avoir cette curiosité aussi. Quand on est un grand groupe, c'est beaucoup plus facile. Ils ne le font pas automatiquement. Et quand on est une TPE-PME, c'est vrai, il faut d'abord finir ses mois, faire entrer du cash, etc. Donc, ça peut être plus problématique. On va chercher rapidement. Mais juste sur une adresse Gmail. Moi, j'ai une adresse Proton. C'est un acteur suisse. C'est génial ce qu'ils font. Donc, voilà. Juste faire les choix. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la souveraineté qu'on mérite. Okay. On a la souveraineté de nos choix. Vous vouliez réagir? Je coupe juste ce que vous disiez, Gaël. Je vous invite à tester, alors, ce que je n'ai pas fait, mais je travaille en partie avec des Suisses. Et autour de moi, ils ont testé Lumo, qui est l'IA de Proton, et il paraît que c'est assez convaincant.
Raphaël, vous vouliez réagir aux propos de Gaël? Oui, un complément dans le même sens, et puis une petite nuance sur un sujet numérique dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Un complément qui est que je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un manque de courage. Il y a aussi un problème, je pense, culturel dans le rapport à la recherche et dans le rapport aux universités. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Moi, je suis en sciences humaines et sociales, donc je ne suis pas directement concerné. Mais par contre, je travaille beaucoup avec des physiciens, avec des spécialistes de sciences computationnelles. Et ce que je vois, c'est que le milieu entrepreneurial en France a beaucoup de mal à aller faire appel à toute cette matière grise qui est à l'université. Pour plein de raisons historiques, il y a aussi il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal à la science en intervenant dans des médias il y a plus de 40 ans. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a une énorme différence avec les pays du nord de l'Europe et les pays américains, etc. Nous, on est très à la traîne là-dessus. C'est valable pour le milieu de l'entreprise et pour le milieu politique aussi, hein, qui a beaucoup de mal à aller faire appel à la recherche. Et c'est aussi une clé qui va, je pense, dans ce sens. Nous, les universitaires, on est capable de prendre des risques dans nos recherches, on le fait tout le temps. On n'est pas capable de tout faire, loin de là. On n'est pas du tout capable de commercialiser quelque chose et de faire progresser à nous tout seuls une économie. Ça, on ne sait pas faire. Mais voilà, il y a des choses dans les relations culturelles qu'on entretient, donc dans le rapport à la science finalement, qui sont un petit peu coincées en France depuis les années 80. Et c'est un levier. Et puis une petite nuance. Il y a un domaine des technologies dans lesquels on est très fort pour l'instant et où ça marche. C'est le domaine des technologies quantiques. Moi, j'ai une chaire de recherche sur les technologies quantiques à l'Institut universitaire de France, où je travaille beaucoup en cybersécurité aussi, du coup. Et là, je constate qu'en France, ce lien-là, il a été fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'industrie du quantique qui était en France dans les années 80, ou très très peu. Il y en avait en Suisse, mais il y en avait très peu en France. Et en fait, ce sont des universitaires, des directeurs CNRS, Alain Aspect, etc., qui ont eux-mêmes ouvert des boîtes, qui sont allés chercher des entrepreneurs pour ouvrir aujourd'hui ce qui est Pasquale, ce qui est Alice and Bob, etc. Et donc là, il y a un modèle qui est vraiment très Raphaël, intéressant. je me permets juste, on va revenir sur la question de solution après, on va apporter du positif et qu'est-ce qui marche et où est-ce qu'on peut mettre des briques de souveraineté. Mais juste avant, j'aimerais qu'on finisse juste un peu sur le constat et sur les verrous. Et notamment, il y a une chose que vous dites, c'est sur la partie, si on revient à la sémantique, et c'est quelque chose que vous aimez, il y avait la question de la souveraineté, il y a la question aussi du terme responsable, où vous dites on a beaucoup fait confiance aux entreprises à un moment donné, que ce soit sur la partie éthique, le responsable, etc. Mais finalement, on n'a pas apporté les cadres nécessaires et on a fait trop confiance. Alors c'est peut-être une question un petit peu plus vaste, mais oui, c'est un débat classique entre autorégulation et régulation par l'État d'une technologie ou d'un modèle économique. Mon point était, sans dont on avait discuté, c'est le fait que on est très fort, pas que en France, hein, pour utiliser des concepts marketing et les marteler. On a parlé d'IA responsable, avant c'était numérique responsable, IA éthique, IA frugal, etc. Et donc ça, on est très fort pour faire ça, mais en revanche, pour se mettre d'accord sur un cadre, sans parler d'un cadre juridique, d'un cadre éthique, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit, moi j'ai observé ça dans un travail sur l'intelligence artificielle, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, on voit depuis 2016, bien avant ChatGPT et sa mise sur le marché, on voit émerger des listes à rallonge de principes qu'on est censé garantir et qui définissent aujourd'hui en partie ce qu'est une IA souveraine, ce qu'est un numérique responsable, etc. Et en fait, tout ça ne veut rien dire. Lorsqu'on fait une analyse linguistique, juridique, ou philosophique de ces termes-là, des listes de la CNIL en 2016-2017, des lignes de l'Union européenne, des lignes directrices de l'UNESCO en 2021, même du contenu du règlement sur l'intelligence artificielle et l'article 1er, tout ça ne veut strictement rien dire. Et ça, c'est un véritable problème. Nous, on travaille dessus en sciences humaines et sociales pour essayer de donner un sens à tout ça. Moi, j'ai proposé en février un modèle autour de 3 piliers inspirés de l'éthique des affaires qui sont intégrité, dignité, durabilité. Il n'y a pas besoin d'avoir 13 ou 21 principes. 3 grands principes, ça suffit. Mais il faut du temps en fait pour ça. Et là, on est forcément un petit peu en retard sur l'arrivée un peu agressive sur les marchés de solutions comme ChatGPT. Voilà, bon, mais c'est un point aussi sur les termes. Ouais. Oui, c'est important, et je pense pour finaliser, j'aurais finir de dessiner un peu les différents verrous, les différentes peut-être erreurs qui ont été faites. Christian également, alors je vois que vous vouliez réagir, Oui. et Non, mais j'ai aussi une question qui
qui semble importante et qui était qu'on a partagée, qui est la problématique de l'écosystème. C'est-à-dire si moi j'y vais, Voilà. le problème c'est qu'autour de moi, je suis aussi dépendant d'un certain nombre d'acteurs. Exactement. Donc, en fait, moi, je voudrais donner un éclairage d'entrepreneur. Donc, moi, j'ai une entreprise depuis 25 ans. En 2019, on a mis toutes nos infrastructures dans le cloud. Les infrastructures, c'est important pour nous puisque on a une plateforme dans laquelle on crunch toute la donnée de nos clients, qui sont des grands comptes, leurs factures, leur SIRH, etc. Énormément des volumes colossaux. Et donc, c'est notre réacteur nucléaire à nous, c'est le cœur de la boîte. On a tout mis chez AWS, parce qu'à ce moment-là, c'était le seul acteur, même Azure n'avait pas encore ce qu'il fallait par rapport à nos besoins. Et puis, au printemps, j'ai fait comme vous, hein, j'ai regardé la télé, j'ai vu les annonces de la virulence de Trump à l'arrivée à son mandat, j'ai vu Mark Zuckerberg retourner sa veste en 24 heures et toutes les belles choses qu'il avait mis en place, y renoncer, etc. Et donc je me suis dit finalement tous ces grands acteurs, les hyperscalers, les gens dont on dépend, sont le petit doigt sur la couture et Trump peut leur demander n'importe quoi. Ça va durer 4 ans. Après, je ne sais pas. Mais 4 ans, c'est un espace-temps hyper long, en fait. Donc, je ne peux pas prendre le risque de rester comme ça, à attendre au milieu du chemin, ébloui par les phares. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude pour reprendre le contrôle et pour la plateforme européenne, de la mettre en souverain. Et donc, je me suis adressé à OVH. OVH, c'est quand même une référence très visible, on les connaît bien, etc. Et en fait, sur les 14 services qu'on consomme chez OVH, il y en a 8 sur lesquels il n'y a pas d'équivalent chez Amazon, pardon. Il y en a 8 sur lesquels j'ai pas d'équivalent, pas d'offre en fait chez OVH. Alors, c'est pas le core business, c'est pas le computing, c'est pas le storage, c'est pas la partie cloud pure. C'est tous les services qui sont autour, qui sont des facilités immenses, comme des services qui vont calculer quand on va déployer une version, il va calculer le déploiement des serveurs lui-même par rapport aux besoins, par rapport au nouveau code. C'est des facilités pour la gestion des logs, de savoir tout ce qui s'est passé dans tous les systèmes de manière très centralisée. Ces choses-là ne sont pas impossibles à faire en dehors de OVH, de le faire soi-même. Mais pour une entreprise comme la mienne, on est 100 personnes, donc on est une micro-boîte. Ça demande d'avoir des compétences différentes, d'avoir des salariés, enfin ça a des coûts, et là où les choses étaient une facilité et une commodité, et en fait on consomme facilement, on n'a pas ces problèmes à gérer, tout d'un coup on se retrouve avec 8 problèmes à gérer sur lesquels il y a des solutions. Il y a d'une roadmap chez OVH qui, donc après il y a plein de besoins pour lesquels ça va matcher. Hein. Surtout, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour nos besoins à nous, par exemple, c'est impossible. Donc là, on a un rendez-vous avec eux par rapport à leur roadmap dans 2 ans, et ils en auront fait la moitié. Donc il faudra qu'on pose la question où on sera. Est-ce qu'on ira voir d'autres solutions, peut-être européennes? Mais en tous les cas, c'est un vrai sujet. Donc c'est pas une question de volonté, c'est même pas une question de prix. Parce c'est même pas une question de prix, on n'a pas parlé de prix. C'est une question, on va avoir l'envie, on va avoir voilà. Et donc, sur la gestion du risque, puisque c'était la question du départ, là, on voit que on est limité, là, c'est un verrou. Et le risque, en fait, il dépend de chacun d'entre nous, de nos entreprises. Ça dépend de quelles données, en fait, déjà, quelles données on manipule pour nos clients. Est-ce qu'on a des clients sensibles, etc. Ça, déjà, on va avoir bon. Il faut comprendre que le risque, déjà, c'est de perdre des clients. Moi, ça m'est pas arrivé, mais par exemple, j'ai un client qui est à un ministère. Ben, pour eux, on héberge chez nous. C'est dans les bureaux. C'est une exigence. Il n'y a pas de cloud, il n'y a pas d'Amazon, etc. Et donc, en fait, il faut regarder dans son écosystème à la fois les clients qui mettent une pression et nous, même PME,
on met la pression à nos fournisseurs. Donc en fait, on est obligé de s'intéresser parce que quand on est une boîte comme la mienne et qu'on adresse des marchés importants, on se retrouve avec des questionnaires de sécurité, 200 questions, 400 questions, 10 onglets, et on en reçoit 2 par semaine. Et l'IA répond pas à toutes les questions, je peux vous dire. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, cette pression qu'on a, on la répercute le plus humainement qu'on peut, mais quand même, on doit le faire sur nos fournisseurs, l'écosystème. Alors évidemment, Amazon, Microsoft, on leur envoie pas les questionnaires. Eux, ils ont un All Pass. Mais tous les autres, Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même des pistes de solutions, et c'est justement quand même le dernier volet qu'on voulait aborder, c'est de dessiner des voies vers la souveraineté. Il y a quand même des solutions qui existent pour mettre des briques à minima à certains endroits de choses plus souveraines. Peut-être qu'on n'aura pas l'ensemble du service qu'on avait avant, mais il y a quand même des endroits, et c'est ce qu'il faudrait, pour vous en tout cas, commencer à faire. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout n'est pas d'un bloc, il faut fragmenter. Si ça a de l'importance, et qu'on est limité, ben en fait il faut le faire partiellement. Il faut sans doute sauter de l'idée qu'on va pouvoir le faire complètement. C'est pas possible. Bon voilà. Après dans les solutions, moi j'ai des choses à dire, mais Gaël, vous, une des premières solutions, enfin, l'idée en fait de développer plus de souveraineté, c'est aussi continuer à montrer la valeur de la France à l'international, et ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Alors justement là-dessus, 2 sujets pour moi. L'UE est vraiment au front sur tout ce qui est réglementaire. Je ne saurais toutes les nommer, DMA, DSA, RGPD, IA Act, NIS 2, bref, on est copié. On est copié. Hier, j'ai échangé avec une avocate brésilienne. Elle me dit le RGPD, c'est génial, le Brésil l'a copié, etc. Vous, les Français, vous êtes vraiment, c'est la lumière, c'est tout ça. Quand je prends ma casquette senior advisor de start-up en IA, ils me disent mais Gaël, c'est pas adapté. En fait, tous ces juristes là-haut, ils pensent grand groupe. Mais ils ne pensent pas, si je fais une petite référence à une fable de La Fontaine, entre le chêne et le roseau, que des fois, il faut savoir être un peu roseau parce que la petite start-up, ça ne va pas être la même chose que la grande et il faut s'adapter. Toutes ces réglementations ne le sont pas. Moi, j'ai la chance, sur mes nouvelles activités, d'être sur des sujets européens, mais aussi, j'étais au GITEX Africa à Marrakech cette année, j'en suis ressortie, mais vraiment avec une énergie. Quand je suis arrivée en France... c'était dur parce que là-bas et dans tous ces pays, les pays du Nord, etc., la France, l'Europe, pourquoi je dis certains pays du Nord? Parce que certains ont rejoint l'Europe il n'y a pas si longtemps que ça et se sentent encore, voilà, ou quand on va en Asie, on a quand même, on ne se rend pas compte, on est très regardés. On est très regardés parce que nous, Européens, nous, Français, nous sommes des pays de liberté, des pays, c'est l'école de la lumière, nous sommes des gens innovants. D'ailleurs, à la Silicon Valley, il y a quand même beaucoup de cadres français, hein, on oublie de le dire, qui sont là-bas depuis une vingtaine d'années. On a beaucoup d'ingénieurs, on oublie les techniciens parce qu'on a besoin aussi de très bons techniciens dans l'industrie et il en manque de plus en plus. Et pour moi, la souveraineté, c'est aussi, c'est pas se refermer justement, c'est s'ouvrir aux autres. C'est rayonner économiquement, c'est des sujets de performance économique aussi, parce qu'on développe notre savoir, nos jeunes, notre industrie, nos industries, la tech, tout ça en fait, et souvent c'est vu du côté sombre, mais c'est un yin-yang. Il y a en effet le côté sombre versus toutes les forces extérieures, parce que le marché européen est important, c'est un marché de 450 millions de citoyens avec un pouvoir d'achat important. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour le business, ils sont là que pour ça. Mais c'est aussi un marché de rayonnement, un marché, voilà, il y a un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est toujours en vie, qui est Louis Pouzin, dont on parle plus. Donc voilà, on a des gens concrets, la carte à puce, c'est nous, il y a plein de choses, on est super innovants. Donc ça veut dire quoi, Gaël? Ça veut dire que concrètement, il faudrait investir plus, c'est ça? Oui, on revient toujours c'est le nerf de la guerre, c'est le caillou dans la chaussure.
Juste une petite histoire, j'ai investi dans une start-up en cyber l'année dernière. Avec ma banque, ça a été une horreur. Mettre de l'argent sur mon PEA, PME pour investir dans une boîte non cotée, mais qu'est-ce que vous allez faire ça? Prenez l'assurance vie. Mais c'était une horreur. Et je pense que cette culture, elle doit changer. On doit soutenir les entreprises, on doit soutenir à notre niveau, chacun à notre niveau, mais c'est possible. Raphaël, Christian, il me semble que cette question de la politique fiscale incitative est aussi quelque chose que vous partagez. Oui, et je pense qu'elle s'inscrit dans un système. On parlait de l'Union européenne et de tous ces textes européens. C'est vrai qu'on en a énormément, mais il faut un peu les resituer dans leur contexte. Le contexte, c'est que effectivement, le RGPD, c'est le premier texte européen qui assume l'extraterritorialité du droit de l'Union pour répondre à des pratiques américaines qu'on connaît déjà. Le Cloud Act, c'est simplement une formalisation de ce qui existe déjà. Les lois d'Amato Kennedy dans les années 96-97 des États-Unis étaient beaucoup plus agressives. C'est-à-dire que toute transaction, à un moment qui utilise des dollars, est soumise au droit américain. Là, c'était encore au moment où l'économie n'était pas uniquement l'économie de la donnée. À partir du moment où on est passé résolument dans l'économie de la donnée, ça suffisait plus. Donc les Américains ont commencé à étendre tout simplement leurs droits à toutes les données qui circulaient dans le monde. Et pour ça, ils ont fait en sorte d'avoir les 2/3 des data centers du monde entier et la majorité des câbles sous-marins qui passent par leur territoire. Donc l'Union européenne, elle a réagi à ça. Avec les outils qu'elle a, le RGPD, c'est la France. Pourquoi? Parce que l'inspiration du RGPD, c'est la loi de 78 sur la protection de la vie privée. Donc effectivement, on est cocorico, on a inventé des grands concepts qui nous protègent. Il y a beaucoup de textes qui sont effectivement compliqués. Je suis un peu plus mesuré sur le discours qui dit c'est pas adapté aux petites structures. C'est vrai en pratique, c'est tout à fait exact. Vous voyez, n'importe quelle mairie est incapable d'appliquer correctement le RGPD et les règles de base de la cybersécurité. C'est un problème aussi culturel, mais il y a un vrai problème de complexité des textes et d'applicabilité. La souplesse qu'il y a, c'est dans la sanction. C'est-à-dire que la sanction vis-à-vis des Européens et en interne, elle est très faible, ce qui fait que la marge de manœuvre, elle est là, et la CNIL, concrètement, n'applique pas de sanctions majeures. Elle commence à le faire, mais le RGPD, il est entré en vigueur en 2018. Donc c'est vrai que normalement, on devrait être... Et le RGPD, il se prépare depuis 2010. Donc ça fait quand même 15 ans qu'on est censé savoir qu'il faut protéger un certain nombre de données. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces textes-là, ils sont là pour protéger le marché européen. C'est pas des textes juste pour contraindre, etc. C'est des textes qui protègent le marché européen du marché américain. Et ça, c'est une évolution du droit de l'Union européenne. D'abord, c'était un droit qui devait servir à faire en sorte qu'on se fasse plus la guerre entre les Français et les Allemands. Ça, c'était l'idée de base. Et puis ensuite, ça a évolué jusqu'à en arriver là. Et en faisant ça, il y a des leviers d'investissement, c'est là qu'on arrive à la politique fiscale, qui sont intégrés dans ces textes. Si vous lisez le règlement sur l'intelligence artificielle, ce qu'à peu près personne n'a fait parce que c'est un texte horriblement long et complexe, vous avez des dispositions sur des fonds d'investissement. Le problème, c'est que c'est assez long à mettre en place et on est aussi des spécialistes de la bureaucratie, et donc on a beaucoup de mal à utiliser ces fonds et à les mobiliser concrètement au service d'une industrialisation un peu plus massive de ce qu'on fait. Mais on a les textes, on a les outils pour sortir des dépendances. Maintenant, il faut les appliquer. DMA, DSA. Le DMA, c'est une arme de destruction massive contre les États-Unis. On ne l'applique pas parce qu'on a beaucoup de mal à l'appliquer face à Trump et aux États-Unis qui contrôlent nos outils. Le coup de la CPI, de couper les boîtes mail de la Cour pénale internationale, c'était un avertissement à peine voilé aux Européens en leur disant attention, on va couper aussi tous vos outils. Du coup, on s'adapte. Mais voilà, on a un problème qui est un problème beaucoup plus large, qui est un problème de combat diplomatique entre États. Et là, il faut du courage. Le courage des entreprises, mais aussi le courage des dirigeants européens de dire à Trump, écoutez, pas que Trump, mais de dire à tous ces impérialismes et populistes pour la plupart, dire en fait, vous ne voulez plus être dans l'ordre international contemporain qu'on a construit après 1945, tant pis, nous on a les outils, maintenant on va les appliquer. Mais ça demande beaucoup de courage. Effectivement. Alors, c'est intéressant parce que sur France Inter, vous pouvez réécouter une interview récente de Gilles Babinet qui est
parfois un profil ambivalent quand on parle de numérique responsable, qui effectivement évoque la même chose, question de courage, à un moment où l'Union européenne doit faire face effectivement aux États-Unis pour imposer un certain nombre de choses. Avant de faire un dernier tour de table pour continuer à évoquer ce qui marche, et puis enfin on va faire un dernier tour de table et puis pour évoquer donc les solutions, puis on donnera la parole à la salle. Peut-être on va commencer par vous, Christian. Donc cette notion de courage aussi, il y a cette idée de politique fiscale incitative, notamment à travers la commande publique. C'est une des solutions. Peut-être que vous en avez d'autres aussi à nous partager. Ben, il y a celle de l'investissement. Peut-être on en parlera, on en a parlé un peu. On a juste sur ça, on n'a pas gagné la bataille de l'hébergement. Les hyperscalers, ils sont pas ici. Gaël en a parlé. Il y a des batailles. Il y a l'IA qui, c'est pas fini. Il y a les GPU sur lesquels on est mal embringué, mais sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Et il y a le quantique. Et puis demain, il y en aura peut-être encore un quatrième. En tous les cas, il ne faut pas se dire que parce que on n'a pas d'hyperscaleur européen comparable, il faut pas le faire. Maintenant, au-delà de l'investissement, et il y a des initiatives qui ont eu lieu, et on en parlera peut-être après. Il y a le soutien de la commande publique pour les entrepreneurs, en tous les cas pour les startups, pour les technologies, et pas que françaises, européennes. Il est essentiel. Et donc on parlait de courage. Voilà, moi j'ai des exemples. La région Île-de-France. Alors, d'un côté, elle, avec Levia et DocaPost, ils ont mis une claque à Microsoft en disant, ben voilà, on va arrêter Office et on passe, voilà. Bon, c'est présenté pour une question de souveraineté, de protection, etc. Je peux vous dire, c'est aussi beaucoup une question de coût. Beaucoup, hein. C'est vraiment bon. Et après, jette pas la pierre. Ils ont des challenges budgétaires qui sont immenses et donc il faut qu'ils trouvent des solutions. La même région Île-de-France met dehors des solutions comme EasyVista, comme la mienne, au profit de ServiceNow, qui est un Américain. EasyVista, on est français. Les produits sont excellents. Nous, à titre de mon entreprise, on a investi, mais comme des dingues, dans des projets. Ils sont arrêtés pour des questions de budget, pas forcément avérées, mais en tous les cas, à un moment, j'ai pas réussi à trouver que l'équation économique était une justification. Et en fait, il n'y a pas que EasyVista et moi, il y en a d'autres. Mais voilà, on a d'un côté des actes courageux et de l'autre côté, enfin voilà, il y a deux cerveaux. Donc là, cette question de marché avec la région Île-de-France, c'est un marché récent. Ah, c'est cette année. C'est-à-dire que on avait un marché de 2 ans et 2 ans, et au bout de 2 ans, il s'est arrêté avec des investissements, je peux vous dire, à mon échelle, qui est massif. EasyVista, ils sont dépités, pareil, et il n'y a pas que eux, hein, il y a toute une série de fournisseurs. Un autre exemple, c'est la Dinum. La Dinum qui développe sa solution de bureautique. Donc sur le papier, ça a l'air super parce qu'on se dit ben c'est bien, on va avoir de l'indépendance, etc. Mais derrière, en fait, il y a un écosystème de start-up qui développe des suites. Il y a alors je les ai notés Hexagone, ça c'est français. Il y a Cryptpad, il y a des solutions allemandes. Enfin, on est un groupe de pays. Et en fait, c'est un coup d'arrêt net, en fait, à ça. Et donc, on a des sociétés qui ont investi et la commande publique les arrête net. Et donc, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc, on est en train de refaire les erreurs qu'on a fait pour la partie hébergement, etc. On est en train de la faire. On a des risques, en tout cas, de la reproduire sur l'IA, sur le quantique, sur absolument tout. Raphaël, je vois réagir sur... On était d'accord, mais la Dinum, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est pas la fonction d'une direction interministérielle. Enfin, il y a peut-être des gens de la Dinum dans la salle, mais moi je considère que politiquement ça n'avait aucun sens, et institutionnellement de se lancer là-dedans. D'autant plus que juridiquement ça a encore moins de sens,
qu'on est limité par les règles de la commande publique et par des règles typiquement de droit administratif, alors qu'en fait, on aurait pu fonctionner dans l'autre sens. Et là, j'avoue que c'est quelque chose que je comprends pas trop, mais bon, il y a sans doute des explications. Alors, on a digressé un petit peu, on était sur la partie, mais c'est pas grave, c'était bien de compléter. On était sur la partie un peu solution vers la souveraineté. Christian vous a tendu un petit peu la perche sur la question du quantique et vous avez commencé à l'évoquer. Pourquoi il y a peut-être intérêt à continuer? Pourquoi ça marche ici en France? Quel est le... Alors, ça marche en France parce qu'on a un écosystème scientifique absolument remarquable. C'est-à-dire qu'on a 3 ou 4 prix Nobel en France sur les questions de physique quantique parce qu'on a des cerveaux remarquables qui, à un moment, ont été curieux. Et j'en prends qu'un, c'est Alain Aspect, qui s'est dit, mais il y a un débat de philosophie des sciences initié par Einstein et Bohr dans les années 30. Ce débat, il intéresse personne parce qu'il a intéressé personne pendant 40 ans parce qu'on avait une première révolution quantique, celle qui a donné les transistors, les lasers, et qui ont permis de développer les ordinateurs et les smartphones contemporains. Donc comme on avait ça à partir des années 40, on s'est plus trop intéressé à ce débat de philosophie des sciences, et lui il a dit on va tester ce qu'a dit Einstein. Et donc ça c'est vraiment une curiosité scientifique typiquement française, qui fait que, il n'y a pas que lui, mais qu'on a une avance considérable sur les autres pays. Alors par contre on n'a pas les mêmes investissements, c'est-à-dire que les États-Unis, l'investissement que nous, en France, on est capable de mettre sur 5 ans, c'est ce que eux, ils mettent sur 8 mois. La Chine, alors bon, la Chine c'est toujours compliqué de savoir combien elle investit exactement parce que les chiffres sont tous faux ou abracadabrantesques, comme disait un ancien président de la République, mais il y a aussi d'énormes investissements chinois, mais ils ont un retard très considérable à rattraper sur un certain nombre de ces technologies. Donc ça c'est effectivement très intéressant. Il y a un truc, à mon avis, qui est encore plus intéressant, puisqu'on parle de numérique responsable, c'est que la plupart des outils de technologie quantique qui sont développés aujourd'hui le sont avec une dimension éthique by design. Et ça, c'est quelque chose que j'observe, j'essaie de travailler avec des sociologues pour essayer de comprendre exactement pourquoi, mais lorsqu'on va voir, et c'est ce que je fais depuis 2 ans, des physiciens qui travaillent sur ces questions, on voit qu'ils ont intégré les enjeux, notamment environnementaux, dans la démarche même qui consiste à construire. Les histoires de chaînes de dépendance dont on parlait tout à l'heure, ils les ont intégrées. Ils savent que du diamant, par exemple, c'est l'une des technologies dont on peut avoir besoin pour capturer des qubits et les maintenir dans un état quantique, pour construire des ordinateurs quantiques. Le diamant, c'est extrêmement compliqué de s'en procurer. Il y a des enjeux géopolitiques importants puisque la plupart des diamants, ils viennent d'une région en Afrique. C'est les diamants de sang. On a créé un système de certification internationale qui a mis fin à un conflit international extrêmement grave. Donc on se dit, bon, il faut pas relancer ça. Donc on va lancer de la production sur le sol européen de diamants de synthèse qui vont avoir les mêmes propriétés. Et voilà. Et on a ce type de réflexion-là que je trouve très intéressante. Mais, et je finirai par là, cette révolution, cette deuxième révolution quantique qui arrive, signifie qu'on va encore avoir des nouveaux termes marketing et qu'on va encore avoir des discours technosolutionnistes qui vont venir nous dire, et je peux vous le garantir d'ici 2 ou 3 ans, que rassurez-vous, c'est pas grave que l'intelligence artificielle ce soit un gouffre énergétique, c'est pas grave que l'Irlande, pour l'instant, 20% de sa consommation électrique soit dédiée aux data centers utilisés pour l'intelligence artificielle, parce que le quantique va nous sauver. Et ça, je préfère dire tout de suite qu'il va falloir s'en méfier de ce type de discours. C'est très positif de mon point de vue, ce qui est en train de se passer en France notamment. On va avoir des problèmes de discours autour de ça. Et puis il y a des enjeux militaires que j'ai pas le temps d'aborder, mais qui sont très préoccupants aussi. Et Gaël, une dernière réaction sur cette table ronde. On a commencé à évoquer en termes de solutions donc l'idée de ramener la cybersécurité plus sur le sol européen et ou français. Pourquoi pour vous c'est extrêmement important dans le sujet de la souveraineté? Parce que pour moi, sans cybersécurité solide, la souveraineté est une illusion. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la liste, le nombre de sociétés cyber qui sont rachetées par des acteurs étrangers, que ce soit des solutions françaises ou européennes. Aujourd'hui, quand on attaque une société, soit c'est le fait du hasard, une faille, c'est aussi souvent pour la faire tomber en bourse, pour la racheter plus facilement. C'est pour capter de la donnée, voilà. Mais un sujet qui a été évoqué par Corinne Lepage et ce sont les deepfakes, parce que je fais partie d'un laboratoire international d'avocats sur les deepfakes.
C'est un sujet qu'on n'évoque que trop peu parce les deepfakes vont agir sur nos démocraties, sur nos futurs choix politiques. En 2027, il y a 2 élections qui sont importantes pour moi. Bien sûr, les élections françaises, mais les élections indiennes, qui peuvent mettre le feu aux poudres dans cette région. Il y a déjà assez de guerres en ce moment du monde. Et pour moi, la cybersécurité est un enjeu majeur. Comme nos dirigeants, que ce soit politiques ou d'entreprise, ils comprennent rien. Ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Et je voulais juste finir sur un mot qu'on n'a pas évoqué au-delà du courage, c'est la vision. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de vision. Bien, eh ben on va rester sur ces mots et ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va plutôt prolonger les débats autour d'un café. Merci à toutes et à Bravo. tous.